Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, un rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Nous vous partageons un message du professeur Joseph Kizerbo, un message à la jeunesse qui dit ceci. L'Afrique a une histoire. L'Afrique, berceau de l'humanité, a enfanté l'histoire. Malgré les obstacles géants, des épreuves majeures et des erreurs tragiques, l'Afrique a illustré notre aptitude au changement et au progrès, notre historicité. Mais celle-ci doit, par la conscience historique, gouverner les trois moments du temps, le passé, le présent et la projection vers l'avenir. L'invocation par nous du passé seul, du simple passé, ne prouve rien pour le présent et l'avenir, alors que la convocation d'un présent médiocre ou calamiteux comme témoin à charge contre nous peut mettre en doute notre passé et mettre en cause notre avenir. C'est pourquoi chaque Africain doit être ici et maintenant une valeur ajoutée. Chaque génération a des pyramides à bâtir. Bonne méditation en cette journée du 3 février 2021. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Mon nom est Loukman Sanfo, je préside donc cette instance. Les juges au siège sont bien présents. Geoffroy Vaha, bonjour. Benabouin, bonjour. Bonjour Président Sanfo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez du lundi au vendredi à travers cette chaîne interactive également sur votre radio Watt FM de façon simultanée, sans oublier nos plateformes Facebook et Live. Alors, ce matin, nous allons parler de la situation du continent africain à travers donc le regard d'un de ses fils intellectuels, va-t-on dire. Il est chercheur pluridisciplinaire, tenez-vous bien, il est documentariste, historiographe, conférencier, écrivain, poète, jazz poétrie, enseignant. Il est originaire de la rive droite du Congo, c'est-à-dire Brazzaville. Il est globe-trotteur, faut-on dire aussi. Il parcourt le monde à la recherche des trésors inconnus et des images inédites. Il a séjourné dans 419 villages africains, parcouru 29 pays africains, dont 2 îles de l'Afrique et de l'océan Indien, 36 îles des Caraïbes, 18 pays européens, 3 pays d'Amérique et 1 pays d'Asie mineure. Et tout cela, caméra en main. Il a effectué en tout cas la moitié de ses périples accompagné de son épouse et de ses enfants qu'il prépare donc pour la relève. Son objectif est de montrer l'autre facette de l'Afrique, celle qui rit, qui chante, qui crée et non celle qui tend la main pour recevoir le monde. Ce voyageur infatigable est aujourd'hui au pays des hommes intègres pour donner 2 conférences majeures, l'une sur la question du pillage des trésors africains et l'autre qui est une étude critique sur la situation donc du continent, parle d'opposition de stratégie. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous avons en tout cas le plaisir de recevoir Lasconi, qui est donc notre invité ce matin. Bienvenue à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour aux téléspectateurs et à tous les techniciens. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir également. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos avec les juges au siège, juste après cette virgule-là. Voilà, merci de nous rejoindre à cette émission. Commençons par les juges au siège. Benabouin, qu'avez-vous nous partager en ce mercredi? Merci Président. Mon avant-propos va concerner la Hongrie qui a rompu avec la façon de faire de l'Union européenne par rapport à la lutte contre la maladie à coronavirus. Je prends un extrait de la sortie de leur chef d'État. Il dit « Nous recevons des vaccins russes, chinois, américains. Nous parlons avec les Israéliens pendant que nous attendons que Bruxelles, pendant de l'Union européenne, Bruxelles tente de gérer tant bien que mal la situation. » Et ensuite, il ajoute une autre phrase, « S'il n'y a pas de vaccin de l'Union, prenons-le ailleurs. Il n'est pas possible que les Hongrois meurent à cause de ça. » Donc, il s'en prend à l'Union européenne qui, pour le moment, n'a pas validé. Donc, il avait d'abord pris le vaccin chinois, Sputnik 5. Après, il a pris Sinopharm, qui est le vaccin chinois. Mais il s'insurge également contre la façon de faire d'une Union européenne qui peine et qui n'a pas encore validé ces vaccins, mais qui aussi n'arrive pas aussi à trouver une alternative, alors que lui, il a des gens qui ont besoin d'être soignés dans l'urgence. Donc, quand il avait déjà pris le Sputnik 5, le vaccin russe, il s'était exprimé, l'Union européenne avait dit ce n'est pas
contraire au règlement de l'Union européenne. Mais sauf que quand il a pris maintenant le virus, le vaccin chinois, il s'en est pris maintenant à l'Union européenne qui tarde et qui effectivement se retourne les pouces. Mais la Hongrie, c'est vrai qu'il y a des risques. Parce que si ça ne marche pas, c'est le président Orban qui va assumer. Cela au moins c'est clair. Mais la Hongrie aussi a vu un pays comme l'Italie aux portes de la France qui lui a fermé les portes. Quand l'Italie criait et a besoin de secours. La France, les médecins et ceux qui sont venus soutenir l'Italie, c'était les Chinois, les Russes et puis les Cubains. Ce ne sont pas des Français. Et même la demande de cache-nez ou bien d'autres éléments de combinaison pour pouvoir faire face à la situation, la France a refusé parce que la priorité, ce sont les Français. Donc, le coronavirus est venu nous rappeler que nous devons également nous battre pour assurer notre survie. Mais compter sur les uns et les autres, même en moment de détresse, ce n'est pas toujours évident. Et c'est ce que cette pandémie est en train aussi d'illustrer. Et c'est là l'intérêt de mon avant-propos. Donc c'est un Viktor Orban présenté comme ultra-conservateur, je suis sûr, mais dans ce qu'il dit, il y a une vérité. Vous êtes un chef de l'État, vous devez vous assumer pour protéger vos populations. À un moment donné, il peut y avoir des manquements. Ça, c'est possible. Vous pouvez faire des erreurs de choix, oui. Mais en attendant, le coronavirus rappelle que pour la vraie souveraineté, chacun doit se battre pour l'avoir. Nous, qu'est-ce que sur le plan endogène, on a pu avoir comme solution par rapport à la maladie à coronavirus? On se bat pour non-respect de protocole d'essai. On n'a pas dit que le produit n'est pas bien ou n'est pas ceci. C'est qu'on n'a pas respecté les éléments de forme. Ce n'est même pas d'abord le fond au Burkina qui nous importe. Ce sont d'abord les questions de forme. Est-ce que ça a été respecté? Est-ce que la loi qui régit ceci a été respectée? Est-ce que cela? Mais est-ce que la loi étant humaine, est-ce qu'on ne peut pas, en fonction de la situation, revoir ces choses-là rapidement pour nous adapter, faire des essais qui s'imposent? Mais bref. Mais nul ne viendra développer un pays à sa place. La réalité aussi, c'est que chacun doit s'assumer. Et c'est là l'intérêt de mon avant-propos. D'accord. Merci à vous de partager donc cet avant-propos avec nous ce matin. Sûrement que notre invité aura aussi un regard sur la façon dont le continent aussi se comporte vis-à-vis de cette question du Covid-19. Geoffroy Avara, qu'avez-vous à nous partager ce matin? Moi, j'ai encore le coronavirus. Il y a le président sud-africain qui est président d'exercice de l'Union africaine qui a donc rappelé que l'Afrique attend en gros 670 millions de doses et que la Banque mondiale est prête à donc permettre un financement de 12 milliards de dollars pour exécuter, donc, pour que les différents pays africains puissent exécuter le programme de vaccination des populations contre le coronavirus. Et selon certaines études qui ont été menées, c'est un centre dont je vais retrouver après le nom, c'est que pour que les populations africaines soient vaccinées à 60%, il faudrait 10 à 15 milliards de dollars. J'ai dit, la question du coronavirus, c'est vrai qu'on est frappé de plein fouet, je parle du monde de façon générale, mais à la vérité, la course à la solution, il y a un gros business qui est derrière. Et dans ce gros business qui est derrière, l'Afrique est attentiste. Nous avons des solutions endogènes, on n'a pas commencé à les chercher avec le coronavirus. Et puis, je crois aussi que tous ont prédit, avec la survenue du coronavirus, un certain avenir noir pour le continent, ce qui n'est pas arrivé. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est seulement la chance. L'Africain sait se traiter d'une façon ou d'une autre. Il faudrait chercher dans le fait que nous ayons peut-être trouvé des alternatives qui, du point de vue de certains formalismes au niveau international, ne peuvent pas rentrer, peut-être parce que derrière il y a un gros business. J'ai dit encore, ce qui est annoncé, c'est 12 milliards de dollars pour les pays africains en termes de dons et de prêts. Ils vont encore courir. C'est ça en fait le problème aussi chez nous. On va encore courir aller chercher de l'argent pour vacciner soi-disant nos populations, alors que ce qui nous tue, et je le répète encore, si on veut bien voir l'échelle des choses, c'est pas le corona. C'est pas d'abord le corona. Regardez comment le palu décime. Mais il n'y a pas une course à la vaccination pour le paludisme, qui est l'une des maladies qui nous frappe au premier degré. Il y en a encore plus. Bon, la pauvreté, ça, c'est une autre chose. Donc, je veux vous dire que il y a comme un genre de paradoxe. Il y a comme un effet à courir parce que tout le monde est en train de courir, alors qu'on n'est pas touché, au risque de me répéter de la même façon.
les millions et des millions de cas qu'on a chez nous n'est pas dans la commune mesure avec les millions et des millions de morts qu'il y a ailleurs. Je pense qu'il faut être prudent. Il y a peut-être encore un appât qui est donné. On annonce encore de l'argent pour peu que vous veuillez vacciner vos populations. Il y a de l'argent qui est posé, venez prendre. Vous allez acheter encore les solutions que les firmes ont proposées. Donc on vous donne les moyens de les enrichir et de venir vacciner vos populations, alors que pour ce qui est du processus de mise en œuvre de ces vaccins-là, je le dis encore, le temps a été tellement short, tellement court, qu'on ne peut pas maîtriser les effets qu'il pourrait y avoir après. Est-ce qu'on est au même niveau d'inquiétude pour accepter de prendre autant de risques que des pays et des continents où la mort est en train de frapper du fait du coronavirus? Chez nous, c'est vraiment différent. Je pense que la réalité le montre quand nous nous promenons à Ouagadougou et un peu ailleurs, ça n'a rien à voir avec en Europe. Parce que la réalité, on sait ce que c'est. Avec tout ce qu'ils ont comme puissance et offre dans le domaine médical, ils sont débordés. Nous, avec tous les problèmes qu'on a, toutes les insuffisances qu'on a, on n'est pas débordés. Mais ce qui nous tue, on connaît. En tout cas, ce n'est pas le corona, en premier. D'accord. Ça va être tout? C'est bien cela. Merci de nous partager donc ces deux regards sur la situation du continent en termes de gestion de la question du Covid-19. Sans plus tarder, nous allons entendre notre invité, Laskouni Nissim, qui est donc ce chercheur multidisciplinaire, on va dire comme ça, qui parcourt le monde pour multiplier en tout cas les activités afin de défendre la mémoire et la culture africaine. Alors, bienvenue encore une fois. Vous êtes à Ouagadougou pour donner deux conférences majeures. On l'a rappelé les thèmes. On va certainement parler de ces deux thématiques-là. Mais avant, on va faire connaissance de la personnalité qui vous êtes, Laskouni. Tout de suite, ce qui intrigue au premier chef, c'est votre nom, Laskouni Nissim. Nissim qui a été, vous étiez obligé d'abréger puisque c'est un nom kilométrique finalement que beaucoup ont des difficultés à prononcer. Et quelqu'un a posé la question à savoir, mais pourquoi ne prend-il pas un nom occidental, puisqu'il vit en France chez les Blancs là-bas, et pour faire simple, il est obligé d'abréger son nom, Nissim. Que répondez-vous à cela pour commencer? Alors, je voudrais tout d'abord corriger, je ne vis pas en France, je vis dans le monde. Il m'est arrivé en 2019 de séjourner dans 21 pays. Dans l'année, il y a 12 mois. Il est rare que je passe plus d'un mois dans un pays. Donc, personne ne peut dire où je vis. Vous avez grandi quand même en France? Oui, grandir en France ne signifie pas vivre en France. La nuance est importante. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Occident. Pas seulement en France, j'ai vécu dans plusieurs pays, compte tenu de l'activité de mes parents. Donc j'ai été un peu nomade comme mes parents. Et par la suite, j'ai embrassé une carrière qui me fait voyager en permanence. J'ai vécu au Mali. Le Burkina est un terrain qui ne m'est pas inconnu. J'ai traversé le Burkina de long en large. J'ai vécu dans l'arrière-pays ici, notamment dans le Naouri, à Bobo. J'ai vécu au Mali, j'ai vécu au Ghana. Là, j'étais au Bénin. Après, j'ai renseigné au Nigeria. Donc, je vis un peu partout. On ne peut pas me fixer. Voilà. Alors, prendre un prénom, il y a des Européens qui vivent en Afrique, qui sont même nés, qui s'appellent Pascal et Jérôme. Moi, je pense qu'il faut savoir assumer son identité parce que c'est une des choses qu'on ne devrait pas négocier. Nissim n'est que l'acronyme de Ngombulu, Yasangi, Yaminabantu, qui est un prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis né d'une mère qui porte un nom totémique, qui est Finounou Diabandoki, qui signifie là où les initiés se rencontrent, c'est le nom de ma mère. Donc pour être en harmonie avec ma mère, il me fallait avoir un prénom totémique. Puisque je suis Congo, je dois assumer mon identité. Laskouni est mon patronyme. Donc chaque peuple doit être identifié en fonction de sa culture. Et je pense que par mon prénom, j'incarne ma culture. Voilà ce que je pourrais dire. Donc un globe-trotteur qui a parcouru le monde, pratiquement toute la planète, on va dire comme ça. Et malgré tout, il y a des gens qui ne vous connaissent pas du tout, sinon qui feignent de ne pas vous connaître, on va dire. Et quand on a publié l'annonce en disant nous recevons Laskouni, on a donné vos titres, un chercheur pluridisciplinaire, en donnant tous les titres, un commentaire qui a figuré en disant voici encore un de ces fils au titre pompeux et véritablement qui n'apporte rien au continent.
Que vous répondez-vous à cela? Est-ce que vous êtes frustré quand vous ne connaissez pas autant? Est-ce que c'est encore un travail à faire? Alors, l'objectif pour moi n'est pas d'être connu, parce que je n'aspire pas à la célébrité m'effraie. L'objectif est de faire connaître l'Afrique, parce que je suis un promoteur de l'Afrique coquette. Je suis propriétaire de la 14e base de données privée sur le monde noir. J'ai séjourné dans 419 villages africains, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je peux faire des exposés sur le Burkina Faso sans recourir à un seul papier. J'ai étudié la science de la mémoire qu'on appelle la Djelia dans un village au Mali qui s'appelle Kela. Je peux vous faire un itinéraire, c'est-à-dire en cas de conflit, je pourrais facilement m'en sortir au Burkina parce que je connais les routes. Que ce soit Faramana par le Mali, que ce soit Dakola par le Ghana, que ce soit Koloko par la Côte d'Ivoire. Donc le Burkina ne m'est pas inconnu et j'ai cette expérience avec l'Éthiopie, j'ai cette expérience avec la RDC, j'ai cette expérience avec le Cameroun. Ma passion est de montrer à l'Afrique ce qui est inédit. Alors moi, contrairement à beaucoup d'intellectuels, je ne fais pas recours à mon curriculum vitae. Si vous regardez sur mon site internet, je mets plus en exergue ma formation initiatique. Je seul sais que j'ai beaucoup étudié. Et souvent, l'une des rares choses dont je peux me prévaloir, c'est de dire que je suis un européologue. Parce que beaucoup d'Européens se sont autoproclamés spécialistes de l'Afrique sans maîtriser nos cultures. Moi, j'ai eu la chance d'avoir parcouru l'Europe de long en large et de l'avoir étudié, y compris les mœurs, les cultures, la gastronomie, etc. Donc, je me dis que je suis l'un des rares Africains à être spécialiste de l'Europe. Mais je n'ai jamais prétendu être spécialiste de l'Afrique. Dieu seul sait que c'est un continent qui me passionne, qui me ruine et que je visite parce que la plupart de mes recherches ont été financées par moi et mon épouse. Donc mon équipe est constituée de mon épouse et de mes enfants qui m'accompagnent à travers le monde. Le Burkina ne nous est pas inconnu. Mon fils a fait connaissance au Burkina quand il avait 4 ans. Donc ici, c'est le professeur Joseph Kizerbo qui m'a introduit ici, puisque la première conférence que j'ai donnée ici, c'était dans la salle de l'Iptako Gourmage, qui me semble-t-il a été occupée par une banque aujourd'hui. Et un des invités ici, peut-être qu'il ne me reconnaît pas, lorsque je suis venu pour la première fois à Djazawaga, j'ai eu affaire à lui. Donc c'est pour vous dire qu'au Burkina, je suis à la maison. Voilà. Alors, je me rappelle très bien, c'était très intéressant comme expérience. Voilà. C'était à Djazawaga, j'étais invité pour la première fois il y a 14 ans à Djazawaga. Donc voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime les titres pompeux, comme on a pu le dire. C'est bon, chacun a le droit de... D'accord. Ma dernière question de généralité. Tout à l'heure, dans vos propos, vous dites je suis détenteur et propriétaire donc de la 14e base de données privées sur le monde noir. Sur le monde noir. Et pourquoi on n'a pas accès à cette connaissance à la façon à l'Infoca qui fait des coffrets pour... Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. L'Infoca est journaliste, travaille pour une institution qui s'appelle RFI, qui est une institution occidentale. La base de données m'appartient, c'est un effort personnel dans lequel j'ai investi toutes mes économies. C'est-à-dire que l'essentiel de mes revenus, l'essentiel des revenus de mon épouse, de mes enfants sont passés dedans parce que nous pensions qu'il y a un déficit de documentation sur le continent africain. Je suis enseignant, j'ai enseigné à Niamey, j'ai enseigné un peu partout, j'ai vu les difficultés que les étudiants avaient pour accéder à certaines informations. Et je pensais, à juste titre, que tous les Africains n'ont pas la possibilité de voyager et la meilleure façon de leur rendre service, c'était de filmer les musées, c'était de filmer les centres de documentation et de mettre cette documentation à la disposition des gens. Malheureusement, aujourd'hui, avec le virtuel, il y a des risques vous avez des hackers qui sont spécialisés. Vous connaissez l'histoire de Julian Assange, qui a pu créer Wikileaks en touchant des grandes institutions comme le Pentagone, etc. Imaginez, un pauvre Africain comme moi, je me ferais massacrer. Donc, j'ai une base de données qui est basée à Accra, dans le quartier d'Aslamdown. Ça s'appelle Cimarron LTD, mais j'ai réalisé une 50aine de films documentaires. Lorsque je donne des conférences, toutes mes conférences sont illustrées. Quand je parle, par exemple, de votre village, je montrerai à quoi il ressemble. J'ai eu à faire un petit concours au cadre, 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, il y a 6 ans, et j'ai posé la question aux étudiants burkinabés nés au Burkina, étudiants au Burkina. La question est piège, je pourrais encore récidiver ici, en vous posant la question. La question est suivante, c'est une question à 1 million de francs. Qui va à Bamako gagne au loto? Nous sommes au Burkina Faso. Qui va à Bamako gagne au loto? Qui peut me répondre à cette question? C'est une parabole. Voyez-vous, loto est la localité
qu'on traverse avant d'arriver à Bamako, localité qui est située près du pays Lobi. Donc ça, ce sont là des exercices que je donne parce que j'essaye d'initier mes étudiants aux humanités classiques. L'Africain étudie le monde entier sauf lui-même. Moi, j'ai cette chance de connaître le continent sur lequel je suis né. Je peux vous donner toutes les capitales de l'Afrique, les noms des chefs d'État et les monnaies. Donc ce n'est pas seulement théorique, c'est une chose que je vis. Le Burkina Faso, c'est un pays qui m'imprègne. Je suis l'un des rares non-africains qui est venu au Burkina pour étudier le Burkina Faso. Et j'ai mis du temps. C'est plus de 15 ans d'investissement. Lorsque je pars à Tchébélé, pour la première fois, je remplis les protocoles. Parce que vous avez là l'habitation Kassena, qui est la seule habitation au monde qui prévient l'habitant avant de tomber. Mais pour connaître cela, il faut étudier les totems. Par exemple, l'étude du sol ailleurs, ce sont les topographes qui s'investissent. Dans le cas du Naori, c'est un lézard. C'est le passage d'un lézard. Construction d'un mur de moins d'1 mètre. Là, c'est un Congolais qui vous parle du Burkina Faso. On pourrait aller à Djoula Soba, je pourrais vous parler de la guerre des égrégores. Pourquoi il y a une mosquée en face de Djoula Soba? Ce sont là des choses qui nous échappent. Pourquoi au Bénin, devant le temple du Python, vous avez une cathédrale? Pourquoi à Kangaba, devant la case sacrée, qui est la seule habitation au monde dont la toiture se renouvelle avec la musique? C'est ce qu'on appelle la cérémonie septennale de Kangaba. Donc il y a tant de choses que les Africains ne savent pas sur leur continent, parce que l'Afrique est un continent merveilleux. C'est un auteur allemand du siècle dernier du nom de Léo Frobenius qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Le destin des civilisations, qui dit que l'Afrique est la boîte de conserve des vieilles civilisations. Donc lorsqu'un Allemand qui a parcouru l'Afrique au début du siècle dernier affirme cela, moi en tant qu'Africain, je me dois de faire l'effort de découvrir l'arrière-pays. Parce que nous avons un continent merveilleux. L'Afrique est probablement le continent le plus critiqué, le plus dénigré, mais le plus convoité. Donc, moi, j'en suis jaloux. Je considère l'Afrique comme une charmante dame à qui on doit faire la toilette en permanence. Et en tant que promoteur de l'Afrique coquette, je me dois de mettre en exergue ce que je fais. Ce qui me fait vivre, c'est l'Afrique essentiellement. Ce ne sont pas ma formation académique ou d'autres formations, puisque je suis pluridisciplinaire. Voilà en gros ce que je pourrais dire. On aura l'occasion de parler de ces recherches justement. Geoffroy Varra, je vous passe la parole. Oui, merci. C'est vrai que Lasconi me rappelle quelque chose qui, quand je l'ai vu, c'est clair, je me rappelle, on m'a dit non, Lasconi vient, j'ai dit ah, ça c'était une belle expérience, il y a quoi, peut-être 13 ans, je vous avais reçu. Il y a 14 ans. Ouais, 14 ans. Il a une mémoire phénoménale. Tout à l'heure, vous disiez à un moment donné que vous avez travaillé les capacités mémoniques, mais comment? Vous avez en Afrique de l'Ouest, c'est la chance que vous avez. Nous, cette chance, on ne l'a plus en Afrique centrale. Ça s'appelle la djelia, la maîtrise de la parole. Ce qu'on appelle improprement les djelis, on appelle griots. Mais ce sont les gardiens de notre mémoire. Moi, l'un de mes professeurs ici, au Burkina Faso, vit à Pissi, c'est le professeur Konoma Traoré, qui a été d'abord maire de Ouagadougou à l'époque de Thomas Sankara, qui est un gardien de la mémoire, que le gouvernement burkinabé a reconnu comme trésor humain. C'est l'une des personnes qui m'a initié à cette science. Parce que quand vous voyez des gens vous raconter l'épopée de Soundiata Keïta, sans lire un bout de papier à travers la musique, ce sont là des choses impressionnantes, parce que si on vous raconte l'épopée de Soundiata Keïta intégralement, ça peut prendre 3 semaines. 3 semaines, et ces gens n'ont pas besoin de lire quoi que ce soit. Et je me suis intéressé à cette science, donc j'ai été me faire initier à la science. Initiation ne signifie pas science occulte. Initiation, c'est accéder à la connaissance d'une certaine manière. Et donc j'ai été voir les djelis à Kéla, qui est considéré comme une grande institution du Mandingue. C'est le fief des Diabaté, des Kouyaté. Et là, j'ai étudié avec des maîtres. Un de mes maîtres s'appelle Jataramani Diabaté, qui est le patron de la djelia du Mandingue. C'est-à-dire que c'est lui le chef des djelis de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée, etc. Voilà. C'est une science qu'on peut étudier. Il y a des centres initiatiques qui sont les universités millénaires d'Afrique. Parce que sans griot, ce qu'on appelle improprement griot, la mémoire de l'Afrique s'effondre. Et je me rappelle que la première fois que je vous recevais, c'était à l'occasion de Jazz à Ouaga. Absolument. Vous avez une fusion avec la musique. Vous êtes un intellectuel, ça c'est clair. Vous savez, bon, c'est des choses que vous n'avez pas qu'on dise. Quand on dit intellectuel, il y a beaucoup qui prennent de la distance. Mais je veux dire, on vous connaît sur ce débat panafricain, sur ces choses-là. Maintenant, l'autre dimension musique, ça vous vient d'où? Ok, moi j'ai eu à avoir plusieurs vocations, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de passion et j'essaie de les vivre pleinement. Tous mes enfants sont musiciens de jazz, ils font de la musique classique. Depuis que je suis enfant, j'écoute du jazz et il y a un saxophoniste qui s'appelle John Coltrane qui m'a
complètement bouleversé lorsque j'ai écouté son morceau Spiritual. Je devais avoir 17-18 ans. J'ai décidé de m'inscrire au conservatoire. J'y ai passé des années. J'ai étudié la musique. J'ai étudié la musique classique. J'ai étudié du jazz. Et comme j'ai rencontré ma femme dans un club de jazz, le meilleur moyen pour rendre hommage à cette musique qui m'a permis d'être père, c'était d'inscrire nos enfants dans des conservatoires. Ce qui fait que j'ai un fils qui est concertiste, qui est lui-même enseignant. Voilà. D'accord. Généralité, c'est fini pour moi. Et pourquoi jazz? Parce que c'est une musique noire ou parce que... Non, c'est parce que c'est l'expression de la douleur conjuguée. Il n'y aurait pas eu l'esclavage, il n'y aurait pas eu le jazz. C'est la plus belle expression créée par les Africains au-delà des mers. La première note du jazz, c'est le premier cri de l'Africain déporté sous les cales de bateaux négriers. Il faut étudier l'histoire du jazz pour comprendre que c'est l'expression de la frustration. Le jazz a permis à régler pas mal de problèmes. Si vous écoutez Louis Armstrong, Black and Blue, c'est par ce morceau que l'indépendance du Ghana a été inaugurée. C'est Louis Armstrong, un trompettiste, il est même passé ici. À l'époque, quand on appelait la Haute Volta, le Burkina s'appelait encore la Haute Volta. Et les premiers timbres des pays africains dits francophones ont été consacrés à Louis Armstrong, un musicien de jazz. Cherchez à savoir pourquoi. La parole est à Ben Abougman. Alors, votre base de données, vous dites que c'est à Accra au Ghana. Je voudrais savoir si c'est sous forme de bibliothèque, c'est accessible et quelles sont ces conditions? Les conditions est qu'il faut déjà me rémunérer parce que c'est une entreprise dans laquelle j'ai investi beaucoup d'argent. Nous avons 26 000 heures de films et 278 000 photographies numériques et argentiques. D'ailleurs, cette base de données m'a permis de participer au plus grand projet sur les razzias négrières, ce qu'on appelle, entre guillemets, la traite négrière. J'ai été invité par le gouvernement de Saint Kitts et Nevis, qui est l'un des 10 premiers paradis fiscaux au monde, en 2011. Donc j'ai participé à un programme qui s'appelle The Slave Route Project pour défendre la version du gibier. Puisque pendant 400 ans, l'Europe a martelé que les Africains se vendaient contre de la pacotille et nous sommes devenus des répétiteurs comme des perroquets. Donc à partir de ma base de données, j'ai montré à quoi l'Afrique ressemblait avant l'invasion. Parce que ce qu'on ne sait pas toujours, vous êtes au Burkina Faso, à quelques kilomètres du Burkina Faso, vous avez une ville millénaire qui s'appelle Djenné-la-Sainte, qui a été construite 250 ans avant notre ère, pour ne pas dire avant Jésus. Et dans la ville de Djenné, les maisons les plus petites font 250 mètres carrés. Et les Africains construisaient ces maisons en mélangeant du banco avec du riz. C'est-à-dire que les Africains avaient tellement mangé, ils ne savaient pas quoi faire du riz. Ils utilisaient le riz, le mélangeaient avec le banco pour faire un bon crépissage. Et aujourd'hui, cette ville est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est la Hollande, pays de l'Union africaine, de l'Union européenne, lapsus révélateur, qui vient financer l'entretien des palais. Prenez par exemple la plus grande mosquée de l'Afrique, 100 mètres sur 75, c'est la mosquée de Djenné. Mais ce que les gens ne savent pas, avant qu'elle ne devienne une mosquée, c'était d'abord le palais d'un sultan qui s'appelait Koy Kumboro. Et à l'époque, pour marquer la rupture entre deux règnes, le successeur était obligé de casser le palais de son prédécesseur. C'est comme si les rois de France s'amusaient à casser Versailles et reconstruire, pour se permettre de tels caprices. Non seulement il fallait avoir les moyens et les connaissances. Et on dit des Djenné, qu'est-ce que sont les meilleurs maçons de l'Afrique de l'Ouest? Ils ont même inspiré une école en Suisse. Donc ce sont des choses que nous ne savons pas. Et c'est ça que j'essaie d'introduire dans l'université. Parce que mon objectif, mon plus grand combat, je milite pour une refonte du système éducatif en Afrique. Parce que le système éducatif tel qu'il a été conçu est destiné à faire de l'Africain un domestique. Nous sortons de l'université et nous ne sommes pas aptes à défendre correctement le continent. D'ailleurs, votre propos a été juste. En parlant du coronavirus, nous sommes dans le mimétisme. Nous avons un mal. La première pandémie qui décime les Africains, c'est le paludisme, mais nous ne mettons pas autant d'énergie. Lorsque l'Europe parle de certains thèmes, nous nous alignons systématiquement. Ça prouve bien que nous sommes des êtres formatés pour ne pas abuser. Donc, en un mot, votre bibliothèque est accessible, c'est ce que je... Absolument. D'accord. Moyennant finance. Ok, bon, comme toute bonne bibliothèque d'ailleurs. Ouais, d'accord. Alors, deuxième question, c'est vrai, au niveau de l'Occident, il y a des grandes maisons de production qui sont là, qui financent.
et qui font des productions, même sur l'Afrique, on a parlé tout de suite d'Alain Foka qui travaille à RFI, c'est connu. Mais vous qui financez vos sorties... C'est moi qui finance mes sorties, je suis cadre, je fais ce travail depuis 30 ans. Et au bout de 30 ans de travail, si vous n'avez pas généré assez de assez de fonds pour être autonome, ça veut dire que vous devez changer de métier. Parce que le problème de l'Africain est de penser que pour réussir, il faut être sous tutelle d'une quelconque institution. Mais comme vous avez plusieurs cordes à l'origine, vous êtes quoi? Je suis enseignant, chercheur. J'ai fait plusieurs études. Je ne saurais même pas par quoi commencer. Je ne fais qu'étudier depuis que je suis enfant. C'est-à-dire que mes parents ont jugé bon d'investir dans mon cerveau. Et c'est ce qui m'a permis d'étudier. J'étudie depuis que je suis enfant et je ne me lasse pas d'étudier. La raison pour laquelle je suis venu au Burkina Faso, c'est étudier, ce n'est rien d'autre que ça. Quand je vais dans un pays, j'ai rarement des loisirs. Je serais incapable de vous dire quelle est la meilleure discothèque en vogue à Ouaga. Mais je pourrais vous dire quel est le village le plus attractif qui produit plus de beurre de karité qu'un autre. Voilà. C'est ça l'objectif de mes activités. Mais je produis des films documentaires, j'enseigne un peu partout dans le monde, au Canada, je suis invité aux États-Unis, j'ai fait une très grande exposition à Kinshasa il y a 4 ans de 3000 photographies. Et lorsqu'on fait une telle exposition, on gagne de l'argent. Voilà. D'accord. Alors vous avez étudié plusieurs domaines, notamment les sociétés secrètes traditionnelles, c'est ce que je vois également que faisant partie de vos études, l'art africain, les architectures en banco et tout, et le droit coutumier. Alors, mais là, quand on parle de sociétés secrètes traditionnelles, de quoi ça retourne exactement? Alors, pour vous donner un exemple tout simple, je viens du Bénin. C'est-à-dire que c'est à partir du Bénin que j'ai été invité ici au Burkina Faso. Parce que le Ouagadougou n'était pas prévu sur mon parcours. Mais la pression estudiantine a fait que les digues ont cédé. Parce que c'est un pays où j'ai semé. Aujourd'hui, je récolte beaucoup d'amour. Donc, j'étais obligé de venir au Burkina. Alors, je suis parti au Bénin pour étudier un masque qui lutte contre les insectes. C'est un masque qui a été mise en place il y a près d'un millénaire par un peuple qu'on appelle les Goum, un sous-groupe des Goum qu'on appelle les Takwa, un peuple qui est originaire du Nigeria. Généralement, lorsque nos champs sont menacés par les insectes, on utilise des insecticides qui sont des produits cancérigènes. Les Africains valeureux, à l'époque, ont médité sur le problème des sauterelles qui décimaient leurs champs, si je peux me permettre. Ils ont créé un masque qui s'appelle le Gounouko, qui ne sort que 1 à 2 fois par an. Et ce masque lutte contre toute forme d'insectes. Il pourrait même mettre les Africains à l'abri du paludisme. Et malheureusement, la plupart des gens qui sortent ce masque, ce sont des initiés, qui sont assimilés aujourd'hui à des sorciers. Moi, tout ce qui est interdit, officiellement, m'intéresse. C'est ce qu'on appelle la société secrète. Et pour cela, il faut une initiation. C'est une formation qui peut durer 1 à 100 ans. On ne sait pas combien de temps ça prend. Ce sont les prêtres qui décident si vous êtes aptes à porter le Gounouko ou pas. Et aujourd'hui, j'ai pour professeur 2 rois traditionnels au Bénin, je pourrais me permettre de les citer. Il y a le roi Toyi qui est le roi d'Adjara et le roi Sa Majesté Todete II qui est le représentant des têtes couronnées du Bénin au Cameroun. Nous sommes connus lors d'un colloque scientifique à Douala il y a 8 ans. Je lui ai fait la surprise d'arriver au Bénin. Il a sorti le Gounouko pour moi, j'ai dit ça m'intéresse. Donc je suis rentré je suis en train d'étudier cela. D'accord. Voilà. Alors, vous avez dit que dans nos pays, il y a des lieux de culte religieux, des religions révélées, qui font face également à des sites culturels ou traditionnels, sans nous avoir dit pourquoi telle mosquée est placée à tel endroit ou telle cathédrale est placée à tel endroit. C'est ce qu'on appelle la guerre des égrégores, parce que la première bataille que l'Afrique a perdue, c'est la bataille spirituelle. Si vous et moi, on commence à s'appeler Geoffroy Ousmane, il y a bien une raison. Les premiers Africains ne portaient pas ces prénoms-là. Dès lors que vous changez le nom d'un pays, vous changez le nom d'un être humain, vous devenez la propriété de celui qui décide de votre nom. Donc l'importance du nom, c'est important. Prenez le cas, le premier pays qui a remporté la victoire la plus significative chez les Noirs ne se trouve pas sur le continent. Dans les Amériques, c'est Haïti. Haïti, ce sont des Africains qui ont été déportés de part et d'autre, qui ont battu la plus grande puissance armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par son beau-frère Charles-Victor Leclerc. C'est ce qu'on appelle la révolution de Saint-Domingue.
qui a eu lieu en 1791. Mais ces Africains ont mené cette bataille face à l'armée la plus puissante du monde, celle de Napoléon, qui terrorisait parce qu'ils appartenaient à des sociétés secrètes. L'un des prêtres qui a déclenché les hostilités s'appelait Dutty Boukman. C'était un prêtre vaudou. Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on parle du vaudou en Afrique, de façon générale, bon, les gens sont sceptiques, alors que c'est une institution spirituelle qui a permis aux Africains de survivre. Si vous allez à Cuba, par exemple, vous trouverez des temples vaudous. Ah. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme. Oui, vous parlez de guerre des égrégores. C'est ceux qui s'investissent dans cet univers spirituel qui savent ce que ça veut dire égrégore. C'est un terme qui est technique que parfois nos téléspectateurs ne savent pas, sans juger de leur niveau de compréhension. Voilà, de compréhension. Mais c'est un terme qui est quand même technique, propre à un milieu. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a bien des gens qui s'appellent Grégoire. Si les gens s'appellent Grégoire, on n'est pas loin des Grégores, on parle des chants grégoriens. C'est juste une question de curiosité intellectuelle. Et ce n'est pas un mot très technique, en fait. Parce que Grégor, c'est dans le dictionnaire. C'est le monde invisible. C'est le monde invisible. Ce sont des mots qu'on pourrait même traduire dans nos langues. J'en suis sûr qu'il y a l'équivalent. Ne maîtrisant pas le moré ou le bissa, je ne saurais donner... mais par exemple, dans ma langue, le kikongo, Grégor dirait tout simplement Mpanou. Donc, il y a l'équivalent dans nos langues. Surtout que les Africains sont dans le monde invisible. Nous avons des temples un peu partout. Bon, il y a à un moment donné de votre argumentaire quelque chose qui m'intéressait assez bien, la brèche que vous créez, c'est concernant ce qui est enseigné chez nous. On est des presque perroquets. Il y a des enseignements que nous avons reçus sur notre histoire, sur celle du monde, et que nous continuons de perpétuer. Vous avez choisi de casser les choses, d'aller comprendre ce qu'est l'Afrique d'abord et puis de l'enseigner après. Alors que quand on regarde dans nos curricula, même dans les universités, très souvent on continue de nous raconter l'histoire qui est le regard de l'Européen sur l'Africain. Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs, parce que vous l'êtes, qui font ce travail-là? Parce qu'on a l'impression que dans nos universités, on continue de nous enseigner ce que l'autre pense de l'Africain. Absolument, c'est parce qu'en fait il n'y a pas assez de communication. Je me réjouis d'ailleurs d'être invité ici parce que des chercheurs comme nous ne sommes pas visibles, nous sommes souvent même boycottés par les chaînes de télévision et je loue votre initiative de m'avoir invité. Moi je viens au Burkina depuis plus de 20 ans. Et je peux vous assurer que venir au Burkina pour un Congolais, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut passer par la case visa. Et ce n'est jamais agréable lorsqu'on va surtout faire du bénévolat dans un pays que de passer par la case visa. Moi, je devrais même être exempté de visa puisque je rends des loyaux services dans ce pays. Vous verrez, venez à mes conférences, il y a une pléthore d'étudiants qui sont prêts à sécher d'autres cours pour venir m'écouter. C'est pas parce que je suis le plus brillant, non, c'est parce que j'enseigne aux Africains ce qui les touche. Voyez-vous, quand vous étudiez, ça renforce vos capacités intellectuelles. Prenons le cas de Waïgouya. C'est une localité que je ne connaissais pas quand j'étais au Congo ou en Europe. Ce nom m'a interpellé et je suis allé en 2009 pour couvrir le 49e anniversaire de l'indépendance du Burkina. C'était en décembre 2009. Et comme je suis assez opportuniste dans mon travail, je suis tombé sur une dame du nom d'Abiba Sawadogo. Mon souhait qu'elle soit toujours en vie, c'est ce qu'on appelle une Kabonga, gardienne du puits. Et quel est ce puits? C'est la plus vieille institution des Naba du Yatenga. Vous êtes burkinabé, j'en suis sûr que vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle le Singa Boulga. Or que Singa Boulga, en langue morée, Boulga, c'est le puits. Dans ma langue, le puits s'appelle Boulou. Singa, dans ma langue, c'est la corde. Alors je me pose la question, comment un puits, Boulga, Boulou, voilà, ce rapprochement. Et je me suis intéressé à ce puits. Et je ne pourrais pas m'étendre parce que là, nous sommes dans les sociétés secrètes. Je vous donne un élément que le plus vieux puits en activité au monde se trouve au Burkina Faso. Il a plus de 4 siècles. Ça s'appelle le Singa Boulga. C'est à Waïgouya. Il y en a d'autres. Ça a été construit par les Dogons lorsque le Naba Congo est revenu au pouvoir pour la 2e fois après le coup d'État fait par son prédécesseur, le Naba Wogbo, puisque le Naba Congo est le seul Naba du Yatenga qui a pris le pouvoir 2 fois. C'est un Congolais que vous parlez du Burkina Faso. Donc c'est une petite démonstration pour vous montrer que lorsqu'on se passionne de l'Afrique, il y a des résultats. Et c'est ça que j'enseigne. Et vous dites quand on est passionné de l'Afrique et qu'on veut partager, on est boycotté. Oui, parce qu'il y a une sorte de paresse intellectuelle. Vous savez, l'Africain étudiait pour mystifier celui qui n'a pas été à l'école.
Et malheureusement, celui qui a des titres pompeux de doctorat, professeur, etc., se sent un peu au-dessus. Il veut mystifier. Malcolm X, dans son ouvrage intitulé « Le pouvoir noir », le résume très bien en disant qu'on a pris le nègre, on lui a donné une maigre éducation, on lui a donné un uniforme de redingote pour mystifier et on le prend pour modèle. Quel est le modèle en Afrique ? C'est celui qui a fait Harvard, qui a fait Yale, Princeton, etc. Et nous savons très bien que ce ne sont pas forcément les plus diplômés qui ont donné des résultats. L'une des raisons pour lesquelles je viens souvent au Burkina Faso, parce qu'il y a eu un simple officier de nom de Thomas Sankara qui a décidé d'initier des choses qui ont rendu ce pays phare. Le Burkina est devenu un pays phare parce qu'il y a un digne fils qui s'appelle Sankara qui a lancé un programme. Et ce programme ambitieux nous a tous attirés vers le Burkina. Vous savez le nombre d'édifices qui portent le nom de Thomas Sankara en Afrique, jusqu'à même en Europe. Ceux mêmes qui ont souhaité sa perte, qui ont souhaité sa disparition aujourd'hui, reconnaissent que c'était un grand homme. Donc ce n'est pas fort. Sankara n'a jamais fait Harvard. C'était un patriote, un homme qui était doté de bons sentiments, qui compatissait avec son peuple. Voilà ce que nous recherchons en Afrique. Et je peux vous assurer que les centres initiatiques produisent des hommes de qualité. Pour vous donner l'exemple de mon professeur Kolomba Traoré, qui vit ici. Il a été maire de Ouagadougou, il est propriétaire de qu'un terrain, il loue. Vous êtes boycotté souvent par qui? Par les médias. Pour la plupart des médias, les journaux. Moi, j'ai été censuré à plusieurs reprises. J'ai fait des films. J'ai fait un film qui s'appelle Membas sur l'or, c'est sur le Burkina. J'ai travaillé sur les mires de Kolo, à une époque où les Burkinabés étaient expulsés de la Libye. C'est un travail que j'ai fait. Mais qui en a déjà entendu parler? Je viens souvent au Burkina Faso, je fais des conférences. Elles ne sont pas toujours couvertes par les médias. Bon, soyez rassurés que notre directeur général vous écoute. Voilà, mon but ce n'est pas... Moi, je ne cherche pas la célébrité, encore une fois. Si j'ai envie d'être célèbre, j'irai faire du jazz, etc. Non. Moi, mon but, c'est de promouvoir l'Afrique coquette. Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que nous autres, qui sont passés par la case université, qui ont besoin d'être connus. Prenons le cas de Kaye Titama, qui a été heureusement reconnue par le gouvernement burkinabé comme trésor humain. Cette dame a remporté le 3e prix au Folk Festival, festival de calligraphie en Chine. Une dame analphabète vivant à Tchébélé, qui forme 60 d'élèves par an. Il faut voir les fresques qui sont produites dans le Naouri, la beauté architecturale. Quand je regarde Ouaga 2000, tous ces quartiers-là, pour moi, c'est l'échec de l'Afrique. Vous construisez du béton dans un pays sahélien alors que nous avons des matières qui peuvent nous permettre d'éviter la climatisation, d'autant plus que le continent est frappé par les délestages. Donc voilà autant de choses qu'on peut enseigner. Moi, si je vous montre les maquettes de ce que j'ai pu réaliser à travers ce que j'ai étudié dans les centres initiatiques ici, vous serez bluffé. Avec 2000 €, donc l'équivalent d'1 300 000, vous construisez une très belle villa. Bon, je ne voudrais pas ici citer, mais l'un des établissements hôteliers les plus fréquentés du Burkina a été construit par les dames du Naouri. Je ne donnerai pas de nom pour ne pas faire de publicité gratuite. Donc, connaissez d'abord votre pays. Hein. Boycotté par les médias, mais au niveau même du monde enseignant, il y a que même parmi les chercheurs, il y en a qui ne poussent pas forcément ce genre d'introspection. Et puis même dans les curricula, on ne sait pas pourquoi est-ce que ce n'est pas accepté. Il y a un combat qui est fait au niveau des chercheurs. Non, alors il faut être honnête. Nous avons dans des pays en Afrique, des pays progressistes comme la Tanzanie. Vous prenez par exemple le cas de l'université de Dar es Salaam, l'enseignement se fait en VO, version originale, c'est-à-dire que le Kiswahili est la langue principale d'enseignement. Donc il y a eu un travail qui a été fait. Le président Julius Nyerere, étant lui-même enseignant à la base, avait initié une politique qu'on appelait l'Ujama, qu'on appelait par la suite le socialisme bantou. Il a même traduit l'œuvre de Shakespeare en Kiswahili, comme quoi que c'est faisable. Vous avez des hommes comme Ken Saro-Wiwa, qui était nigérian, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Sosa Boy dans le broken English, ce qu'on appelle le pidgin. Vous avez Ngugi wa Thiong'o qui a écrit un ouvrage, excellent ouvrage qui s'intitule Decolonizing the Mind, décoloniser l'esprit en faisant la promotion des langues locales, parce que un écrivain africain ne peut pas écrire dans une langue étrangère. Ne peut être écrivain africain que celui qui écrit dans la langue africaine. Si vous écrivez en français et que vous êtes traduit en moré, vous n'êtes pas un écrivain mouaga, vous êtes un écrivain français traduit en mouaga. Donc c'est un peu ça que nous essayons d'encourager. Mais la réalité aussi, c'est que pour des pays africains comme un pays comme le Burkina, on a plus de 60 ethnies.
s'accorder sur une langue qui va être enseignée aussi, parfois c'est très difficile parce qu'il y en a qui ne veulent même pas en entendre parler. Bon, c'est pas la peine, il faut parler, c'est mieux de faire en français et puis bon, on se débrouille. D'autres disent c'est mieux de faire par grand bloc de région dans telle localité et privilégier telle langue. Bon, il y a aussi cette diversité ethnique qui est une valeur, qui est une richesse, mais qui à un moment donné par rapport à pouvoir désigner une langue pour enseigner dans les classes, c'est très difficile. Moi, je pense que cet argument relève du complexe d'infériorité. Alors quoi ce n'est pas, c'est un argument. Hein, c'est pas une attaque personnelle. Non, je vois. Oui, je voulais juste oui, une précision, mais allez-y. Oui, j'essaie de démonter cet argument que j'ai déjà entendu au Cameroun et ailleurs. La notion d'ethnie est une faux ethnie. Déjà, le monolinguisme n'existe nulle part. Vous prenez le cas d'un pays comme la Belgique. Vous avez 2 groupes, les Wallons et les Flamands. Mais il n'y a pas pire tribaliste que... Donc la notion ethnique est un faux problème. Prenez le cas de la Somalie. En Somalie, il n'y a qu'une langue. Le Somalie, il n'y a qu'une ethnie. Le Somalie, il n'y a qu'une religion. Et pourquoi? C'est un pays qui s'est disloqué. Donc la notion ethnique, il faut la bannir complètement. C'est une question de volonté politique. Vous prenez le cas comme une langue comme le Yoruba au Nigeria. C'est au moins 40 millions de personnes qui parlent cette langue. Pourquoi ne pas l'étendre à la sous-région? Nous avons bien étudié les langues étrangères. Le français, c'est pas une langue africaine. Pourquoi nous privilégions une langue étrangère européenne alors que nous avons des langues en Afrique, des langues véhiculaires ou vernaculaires qui peuvent nous permettre. Et puis l'avantage des Africains, c'est que par exemple un Bissassi a pour voisin un Gurunsi, les enfants vont systématiquement parler le Gurunsi parce que les enfants se fréquentent. En Afrique, on a cette capacité de parler plusieurs langues. Moi qui vous parle, je parle 6 langues dans mon pays. Je parle le Lingala, je parle le Kikongo, je parle le Kituba, je parle le Lari, etc. Mais c'est pas parce que mes parents étaient de ces différentes ethnies, c'est tout simplement parce que j'avais des voisins avec lesquels je pouvais échanger. Et c'est comme ça que j'ai appris la langue. Même à travers la musique, on peut étudier une langue. Donc je pense que le problème de la langue, de choisir une langue étrangère, est un faux argument. Et nous avons des dévanciers, comme Cheikh Anta Diop, comme le Joseph Kizerbo, qui a été mon parrain dans ce pays, qui a écrit un ouvrage extraordinaire, c'est Éduquer ou périr. Et il propose des solutions. Notre génération n'est pas la première génération d'Africains à avoir médité sur les problèmes qui minent le continent. Nous avons eu des dévanciers, il faut déjà épuiser les solutions qu'ils ont proposées. Donc, en même temps, il y a relève, vous abattez un grand travail, vous avez des bases de données, vous avez en tout cas fait un travail colossal qui mérite d'être connu, mais l'alternative aussi c'est la relève. Comment est-ce que vous préparez cette relève-là ? Est-ce que vous avez, puisque vous dites j'ai tel maître, j'ai tel initiateur, j'ai tel ceci, mais est-ce que vous-même vous avez déjà ce qu'on pourrait appeler disciples, peut-être que j'abuse. Alors, est-ce que vous avez aussi des enfants entre griffes qui un jour pourront porter votre initiative pour qu'on puisse aller encore de l'avant, parce qu'il y en a aussi qui ne savent pas de quoi est-ce que... Merci infiniment pour votre question qui me touche. Je ne m'attendais pas à cette question, mais vous me posez une très bonne question et vous me rendez un grand service. Lorsque je suis arrivé ici, lorsqu'on m'a présenté, on dit que je voyageais avec femme et enfants. Donc la relève, je l'assure déjà dans ma propre famille, parce qu'un digne père se doit de transmettre à ses propres enfants. J'enseigne par l'exemple. Mais au Burkina, je n'ai fait que former. Vous prenez un jeune comme Imhotep Bayala, c'est mon produit. Il était tout chétif, aujourd'hui je le vois, se mangeait un 18 sur 20 lors de sa soutenance. Voilà la qualité de produit que j'ai pu produire. Mais Bayala, je ne lui ai pas enseigné l'histoire de Platon, je lui ai enseigné l'histoire de Moronaba, je lui ai enseigné l'histoire des Gurunsi, je lui ai enseigné l'histoire des Dogons. Quelle est l'une des zones en Afrique de l'Ouest qui produit le plus d'oignons? C'est le pays Dogon alors qu'il n'y a pas d'eau. Posez-vous la question. L'un des hommes qui a arrêté le désert ici, c'est un ingénieur analphabète, Yakuba Sawadogo. Il a fallu que les Danois s'intéressent à ses travaux, qu'ils reçoivent le prix Nobel alternatif, ce qui est une insulte à l'Afrique, parce que les gens ont célébré cela. Soit on lui donne le vrai prix Nobel, mais on ne lui donne pas le prix Nobel alternatif, ce qui signifie que c'est de moindre importance. Moi, honnêtement, je n'aurais pas accepté qu'un tel savant soit humilié à ce point. Donc, Sawadogo est un homme qui attire, il a une connaissance endogène. Et j'ai toujours pensé que le salut de l'Afrique repose dans ce savoir endogène, parce que nous avons étudié à l'extérieur, nous avons fait des bacs plus 12, les résultats de notre expertise sont trop maigres. J'en veux pour preuve. La première source de vie en Afrique, dans les pays du Sahel en particulier, ce sont des forages. La plupart des forages qu'on voit dans les villages sont des dons des ONG étrangères. Voilà un peu l'échec
de ce qu'on peut appeler l'élite intellectuelle africaine. Moi, j'aurais du mal, honnêtement, j'aurais honte de me prévaloir de tel diplôme lorsque je ne suis pas capable de régler les problèmes basiques. Au Burkina, vous avez Bayala, en Côte d'Ivoire, vous avez qui au Sénégal? Oh, j'en ai plein. Je n'ai pas envie de faire des jaloux. Voilà. Il y en a même un, il y a Abré qui est là, c'est un de mes fils. Et en plus, je ne leur enseigne pas seulement les humanités classiques, je leur apprends aussi à être des bons pères de famille. Parce que vous ne pouvez pas bâtir de nation s'il n'y a pas de famille solide. Alors, on est bien curieux de savoir pourquoi, pour quelqu'un qui a parcouru pratiquement le monde, son pays d'origine, lui, est pratiquement inaccessible. On dit que vous avez un statut d'exilé de la part donc de vos rapports avec le président Sassou Nguesso. Mais est-ce qu'en même temps, pour quelqu'un qui est de l'autre côté du monde et qui n'arrive pas à percevoir ou à traverser son pays, vous ne ménagez pas par votre passivité, on va dire comme ça, le président, et qui prive bien de jeunes Congolais de vos connaissances et de vos travaux? Alors, je voudrais ici tout d'abord préciser que je n'ai pas de problème avec le président Sassou Nguesso, que je ne connais pas, qui ne me connaît pas personnellement. On n'a pas de rapport, on n'est pas de la même génération, il pourrait être mon père. Mais cet homme incarne tout ce que je déteste. Je répète, cet homme incarne tout ce que je déteste. La corruption, le népotisme, le néocolonialisme, ce sont des gens qui pillent l'Afrique pour aller enrichir des pays extérieurs, alors que nos pays sont dans le besoin. Pour son image, Sassou Nguesso a été arrosé un village en Espagne, 10 000 € qu'il a offert comme ça dans un village en Espagne où les gens étaient nantis. Alors que dans nos pays, il y a des enfants qui meurent de bobo. Dans ces conditions, je ne peux pas composer avec un tel régime parce que au Burkina, vous avez réussi quelque chose de formidable. L'une des raisons qui fait que Ouagadougou est l'une de mes principales destinations en Afrique, c'est parce qu'ici la parole est libre. Mais pour cela, les gens ont lutté. Vous avez lutté dans un pays où le pétrole n'a pas encore coulé. Parce que quand le pétrole coule dans un pays, ça veut dire que les armuriers viennent proposer à crédit parce qu'ils savent qu'ils peuvent rentabiliser. Et le pétrole brûle. L'Angola, c'est 27 ans de guerre. C'est le pays qui compte le plus d'estropiés au monde après le Cambodge. Il y a 75 millions de mines antipersonnelles en Angola. C'est ce qui explique que la terre est fertile, mais la vie est chère parce que les gens ne peuvent pas cultiver. À chaque fois qu'ils prennent la houe pour essayer de fertiliser la terre, c'est une mine antipersonnelle. Vous verrez des généraux, les gens les plus gradés en Angola, qui n'ont pas de jambes. Vous allez au Mozambique, c'est la même chose. Mais le Burkina, vous avez été épargné par ça. La plus grande richesse du Burkina Faso, c'est sa jeunesse en or. Vous avez l'une des les jeunesses les plus dynamiques du continent. Et on dit souvent de la terre du Burkina Faso que tout pousse, y compris les révolutions. C'est le pays où j'ai eu le plus de résultats en enseignant. J'ai été à Kosovo, j'allais dans les cités universitaires jusqu'à 4 h du matin. Les étudiants ne voulaient pas me lâcher. Et je voudrais aussi profiter pour rendre hommage à 2 journalistes qui m'ont fait connaître dans ce pays. Osiris Issouf Sawadogo, paix à son âme, et mon ami Bakary, qui est parti, ils sont partis le même jour. Ouais. Et ça a été probablement un des événements qui m'a le plus chagriné. Parce que j'étais au Canada en train de donner un cours lorsque j'ai appris leur disparition. Et j'en profite ici pour leur rendre hommage. Et des chercheurs comme moi, il y en a beaucoup. Mais malheureusement, nous sommes dans l'ombre parce que ce que nous proposons gêne certains lobbies. N'oubliez pas que les programmes scolaires étudiés en Afrique sont conçus à l'extérieur. Ce sont des sources de revenus. Alors, dites-nous, vous avez peur de retourner au Congo? Non, je n'ai pas peur de retourner au Congo parce que un homme ambitieux, un père de famille raisonnable, se doit d'éviter que ses enfants deviennent orphelins. Moi, j'ai expérimenté l'orphelinat. Quand j'étais enfant, j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans. Donc, je connais la douleur de ne pas avoir un père. Moi, j'aime beaucoup mes enfants. Au Congo, la contradiction n'est pas acceptée. La plupart des opposés au Congo ont 2 options, l'exil ou le cimetière. Mais moi, j'ai opté pour l'exil parce que un de mes maîtres s'appelle Fela Anikulapo Kuti. Fela s'est opposé à tous les régimes sanguinaires du Nigeria. Mais il y a une chose à laquelle il n'a jamais cédé, c'était la grève de la faim. Lorsqu'il a été dans une prison qui s'appelle Kirikiri, on lui donnait de la nourriture dans la vase dans laquelle il urinait. Et il a mangé pour survivre. Et à la fin, il a produit des œuvres féeriques qui ont édifié toute l'Afrique. D'ailleurs, Fela a été invité ici par le président Sankara. Et j'ai d'ailleurs retrouvé la photo du président Sankara au Shrine au Burkina Faso, au Nigeria. C'est pour vous dire que lorsqu'on mène une lutte, il ne faut pas s'offrir en holocauste. Moi, je ne suis pas pour le martyr, je suis pour la vie. Et je sais que les Sassou Nguesso finiront par tomber un jour ou l'autre. L'histoire nous montre que
rien n'est figé, tout bouge. Je crois en la mutation, je travaille pour qu'un homme comme Sassou Nguesso dégage du pouvoir et qu'il y ait une génération plus saine. Moi, je suis prêt même à voter pour un membre de la famille de Sassou Nguesso pourvu qu'il soit patriotique. Qu'il soit patriote. Donc le véritable problème pour moi avec mon pays, ce n'est pas le fait que je n'aime pas mon pays, parce que le Congo est un pays nanti. C'est la première réserve hydraulique au monde. Et on est un pays sous-peuplé. Mais le véritable problème, c'est que nous avons un système inique qui est là, qui tue. La conférence nationale du Congo a dénombré plus de 3000 victimes. Alors, il nous reste 1 minute, mais allez-y quand même. Allez-y. Certains ont créé des écoles, d'autres ont créé des universités qui n'ont rien à voir également avec ce qu'on sait. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique également? Bien sûr que je suis dans cette dynamique. Mon plus grand mérite, c'est déjà d'avoir collecté des informations qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Mon cher frère, si demain vous voulez connaître votre village, je vous donne mes coordonnées, vous venez, je vous montrerai votre village à travers ma base de données. Quand je dis votre village, il ne s'agit pas des habitations, mais des choses qui peuvent être secrètes. C'est cela que j'étudie, c'est cela que je collecte. Par exemple, au Burkina Faso, j'ai eu à découvrir quelque chose qui m'a bouleversé. C'est le vaccin contre la rougeole. C'est juste une scarification. Mais si je n'avais pas été dans l'arrière-Afrique, je ne l'aurais pas su. À partir de la scarification, les enfants étaient protégés contre la rougeole. Vous savez qu'ici, il y a eu des pandémies qui ont décimé les enfants, notamment la cécité des rivières, que Sankara a essayé de combattre avec toute son énergie. Et bien, les Africains ont un savoir endogène qui peut nous protéger contre cela. Voilà ce que j'étudie. Voilà, merci à vous, Lasconi. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de plaider auprès du directeur général pour prolonger le temps. Vous êtes intarissable, mais il y a aussi la possibilité de vous réécouter, sinon vous écoutez de façon vivante à travers vos 2 conférences que vous donnez donc lors de votre passage à Ouagadougou. Demain, jeudi 4 février 2021, à 14h à l'amphithéâtre A600, vous allez donner une conférence dont le thème est pillage des trésors africains. C'est une problématique d'actualité. Également, le vendredi 5 février à 18h, le thème c'est opposition des stratégies. On vous recommande vivement en tout cas ces 2 conférences pour plus découvrir l'homme et ses travaux. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, beau plateau de télévision, un endroit coquet, l'Afrique que nous recherchons. Bravo à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous retrouve donc demain pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.